Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le chapitre 4 de la toxicologie, donc toxicologie de l'environnement et écotoxicologie. Nous sommes sur le support 16. Je vous conseille deux sites, écotoxicologie.fr et puis n'oubliez pas que futura-science.com est un très bon site aussi avec beaucoup d'éléments intéressants. Donc actuellement, on parle beaucoup du coronavirus et puis quand on regarde l'actualité, ben, on s'aperçoit que la seule actualité qui ressort vraiment, c'est celle-ci. Et on oublie toute l'actualité sur notre environnement, sur la situation de notre planète. Alors le déconfinement arrive, les magasins vont ouvrir et puis pour certains, on va se ruer sur des achats puisqu'en fait on va être dans une sorte de manque en fait, hein, et donc une nécessité de surconsommation. Alors, je vous conseille de regarder cette petite vidéo extrêmement intéressante, notamment sur l'industrie textile, hein. Et vous y verrez toute la problématique environnementale liée au textile et notamment la problématique toxicologique. Donc, je vous conseille vivement d'aller regarder cette vidéo. Alors, ce qui va nous intéresser dans la première partie, c'est de repartir de la toxicologie qu'on a vue précédemment. Donc, on s'était placé au niveau de l'individu et puis aller jusqu'au niveau de la population. Donc, l'impact d'un individu va avoir un impact sur une population et donc à terme sur une communauté. Je vous rappelle les définitions que l'on avait vues en écologie. Une population, c'est un ensemble d'individus d'une même espèce. Une communauté, c'est un ensemble d'individus de plusieurs espèces. Donc on va regarder un petit peu ce schéma. Il y a une grande différence entre la toxicologie de l'environnement et l'écotoxicologie. En rouge, vous avez la partie toxicologie de l'environnement qui va s'intéresser aux effets d'un toxique sur la cellule, l'organe, l'organisme, donc sur l'individu. En bleu, ce que j'ai entouré en bleu, correspond en fait à l'écotoxicologie, donc l'impact d'un toxique sur une population, sur une communauté, sur un écosystème. Alors nous avons donc travaillé en S1 sur cette partie population, communauté, écosystème. Nous avions fini l'écologie en parlant justement de la problématique de pollution, donc reportez-vous à ce cours de S1. Et puis, sur la partie toxicologie de l'environnement, donc il y a beaucoup de choses que l'on a vues dans les chapitres précédents qui vont bien entendu intéresser aussi les organismes vivants non humains, hein. Il y a beaucoup de principes qui vous ont été donnés qui vont bien entendu être à réexploiter sur la partie des organismes animaux, végétaux, les bactéries, les archéas. Et puis bien entendu, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de faire le lien entre ce qu'on a pu voir en S1, en physiologie et ici en toxicologie. Alors j'ai recherché dans un livre qui s'appelle Introduction à l'écotoxicologie de François Ramade la définition de toxicologie de l'environnement et de l'écotoxicologie. Et je tombe sur ce schéma sur lequel on voit bien toute la partie de gauche, donc du site toxique, cellules, organes, tissus, eh bien, on est sur la partie toxicologie de l'environnement. Et ensuite, on va progresser quand on va arriver sur la notion de population, communauté, écosystème. On parlera d'écotoxicologie. Donc, c'est important de distinguer les deux. Toxicologie de l'environnement, on va jusqu'à l'individu. Et écotoxicologie, on va sur les populations, communautés et écosystèmes. Alors, quelles sont les preuves scientifiques que l'on a en écotoxicologie? Eh bien, en écotoxicologie, on va partir de différents modèles. Donc des modèles qu'on appelle les modèles prédictifs. Donc deux types de modèles, des modèles de laboratoire et puis des modèles en milieu naturel. Donc en laboratoire, on va faire des différents tests, des tests de toxicité sur une ou plusieurs espèces. On va travailler sur des chaînes trophiques relativement basiques, mais sur lesquelles on va essayer de comprendre justement l'impact potentiel d'un toxique. Et puis on va travailler sur des situations, des petites situations, des micro-écosystèmes qu'on va appeler des microcosmes. Ensuite, il y a la partie de la recherche qui va concerner les recherches en milieu naturel, dans lequel on va pouvoir travailler sur différentes situations en milieu naturel, avec, vous voyez ici,
du microscopique entre guillemets, parce qu'on est quand même déjà à une échelle assez importante, jusqu'au macroscopique, ici, donc du mésocosme jusqu'à l'étude in situ. Et à partir de ces études, donc on va bien entendu ressortir des problématiques d'écotoxicologie. Vous avez bien compris qu'en fait, la complexité du système et la représentativité du système augmente d'autant plus que l'on va aller vers une vision macroscopique. Deuxième question intéressante, c'est l'échelle du temps en écotoxicologie. Alors, reprenons les échelles en biologie. Donc, nous avons tout en bas organes, tissus, cellules, qui est ce qui va nous amener à l'individu. Et puis au-dessus, on va voir les populations et communautés. Donc, ensuite, la notion d'écosystème. La réponse à un toxique, donc à un stress environnemental, un toxique étant un stress environnemental, il y a d'autres types de stress environnementaux, par exemple la salinité, la température. Eh bien, vous voyez, la réponse va dépendre du niveau de la complexité. Donc, quand on est au niveau d'une cellule, d'un tissu, d'un organe, d'un individu, on va avoir des réponses qui vont être de l'ordre de l'heure, du jour, de la semaine, du mois. Et puis, quand on va monter à un niveau de population, de communauté, on va monter à des niveaux d'années ou voire de décennies. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est quels sont les indicateurs que l'on possède en écotoxicologie pour justement être capable d'évaluer un risque. On repart de la même échelle biologique, de l'individu jusqu'à la communauté, et puis on retrouve différents types de bioindicateurs. On va partir du plus bas, donc au niveau de la cellule, des tissus, des organes. On en a parlé un peu de ces biomarqueurs au final, qui vont être l'analyse d'évolution, de modification, pourquoi pas biochimique, d'un tissu, d'une cellule, avec la capacité d'analyser justement cette modification par des prélèvements divers et variés. Par exemple, nous, au niveau de l'homme, on avait parlé de prélèvements urinaires, sanguins, des cheveux, etc., etc. On va remonter au niveau de l'individu, on va analyser la croissance de chaque individu, par exemple. Et puis au niveau écologique, on va monter d'un cran et puis on va regarder la distribution, l'abondance de nos populations au sein même d'une communauté. Et donc, plus on va aller vers des échelles macroscopiques, donc des indicateurs écologiques, plus on va être sur des significations écologiques fortes. Et puis, à l'inverse, on va être sur une sensibilité d'autant plus forte qu'on va être sur du microscopique. Donc, on se retrouve avec nos deux échelles temporelles et de bioindicateurs. Alors, quelques exemples ici en termes d'indicateurs. Ici, vous avez donc une population d'algues, une population de berniques, une population de moules, etc. Donc, ils vont constituer ce qu'on va appeler une communauté au sein même d'un écosystème. Si je me réfère aux indicateurs à l'échelle de l'individu, on va regarder quoi? On va regarder sa croissance, on va regarder la CL50 d'un toxique par rapport à cet individu, on va regarder le comportement de l'individu, sa capacité de reproduction. Si je me réfère au niveau de la population, eh bien, je vais regarder la distribution de cette population, la croissance de cette population, l'abondance, la densité, sa biomasse, les conditions de vie de cette population. Et puis, si je me réfère à la communauté, ben, je vais regarder la diversité des espèces présentes. Donc, la diversité spécifique, qui est présent, donc cette composition spécifique, et toujours l'abondance et la biomasse. Donc, bilan. Au centre, j'ai mon niveau d'organisation biologique. Organes, tissus, individus, population, communauté. Pour chaque niveau, je vais avoir des indicateurs qu'on va appeler des biomarqueurs, des indicateurs biologiques ou des indicateurs écologiques. L'évolution de ces indicateurs va se faire sur l'heure, le jour, la semaine, le mois ou l'année en fonction de la complexité du système. Bien sûr, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir une variation des indicateurs? Tout à gauche, c'est la perturbation de l'environnement. Je vous laisse ici
lire ces différentes définitions de biomarqueurs, bioindicateurs, d'espèces bioaccumulatrices et d'espèces sentinelles. Passons maintenant à des exemples de stress environnementaux. Donc je vous cite ici un site intéressant, encyclopédieenvironnement.org. Donc les exemples que je vais reprendre ici viennent de cette encyclopédie. Donc je vous laisse lire ce document qui va vous rappeler un certain nombre d'exemples de toxiques environnementaux, par exemple les oxydes d'azote, l'ammoniac, l'ozone, etc., etc. Deuxième chose qui est intéressante à lire ici, c'est aller sur le site Nanosmile qui va donc vous parler des nanoparticules. Nous n'avons pas pris le temps d'en discuter, pourtant c'est un sujet extrêmement intéressant. Ce sont des particules extrêmement fines qui vont passer très facilement un certain nombre de barrières cellulaires et donc qui vont poser un certain nombre de problèmes en toxicologie qui sont intéressants à analyser. Donc je vous conseille, si vous trouvez un petit peu de temps, d'aller sur ce site-là, lire un certain nombre de documents. Donc je vous propose de lire d'abord ce premier document. Moi, je vais retenir quoi? C'est que dans les éléments de méthodologie, vous voyez, en fonction de la toxicité qui est recherchée, aiguë, chronique, ou de la toxicité directe et indirecte, bien sûr, on va déployer un certain nombre de méthodes pour avoir des éléments de preuve pour faire le lien entre toxique et effet. Prenons l'exemple des plantes. Et nous allons prendre l'exemple de l'ozone. Donc ici, vous avez une photo de l'impact de l'ozone sur des feuilles de tabac. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors l'ozone, c'est un polluant, donc tout en haut vous avez des exemples de polluants, vous retrouvez O3 l'ozone, puis tout en bas vous avez la listologie d'une feuille. À la surface d'une feuille, vous avez ce qu'on appelle la couche limite, au niveau de laquelle vous allez avoir au final une couche d'eau qui va au final être assez peu mobile. Et donc prenons l'ozone, l'ozone va rentrer par diffusion dans cette couche limite et il va pouvoir se produire un certain nombre de réactions et ensuite selon le polluant eh bien, on va avoir une entrée soit par les stomates de la feuille soit par les barrières lipidiques. Donc ici O3 va avoir une tendance à rentrer par les stomates de la feuille. Qu'est-ce qui va se passer une fois que l'ozone est rentré au niveau de la feuille? Ben, on va s'apercevoir que cet ozone va entraîner la dégradation des feuilles par la production de dérivés réactifs de l'oxygène et notamment des radicaux libres. Donc ici, vous avez un certain nombre d'autres stress qui sont représentés. Quelques exemples d'autres toxiques, par exemple, vous avez l'acide fluorhydrique HF qui va entraîner une perturbation du métabolisme du calcium en donnant une précipitation sous la forme de CaF2. L'oxyde de soufre qui va dégrader la chlorophylle, les pluies acides qui vont au final lessiver les minéraux dans les sols et qui vont entraîner une carence minérale et donc un jaunissement des feuilles. Alors comment se défend une plante? Elle va limiter l'absorption du polluant ou augmenter sa tolérance avec deux types de processus, des processus physiques et des processus chimiques. Pour les processus physiques, globalement, elle va avoir comme stratégie, par exemple, de fermer les stomates ou d'entraîner la chute des feuilles. Pour les processus chimiques, on va retrouver des choses que l'on connaît déjà, la précipitation, HF en CaF2, la réduction de toxiques sous la forme de SO2 en H2S ou de NOx en NH3, pour les rendre moins actifs. Des enzymes comme le cytochrome P450 qu'on avait rencontré sur la métabolisation de l'hémoglobine. Donc vous constatez ici que ce complexe enzymatique existe aussi ailleurs que chez l'homme. Et puis des antioxydants non enzymatiques, on avait vu par exemple le glutathion au niveau du métabolisme qui donnait une conjugaison par exemple du benzène. Alors bilan de cette partie, deux types de niveaux d'analyse, la toxicologie de l'environnement qui va jusqu'à l'individu et au-delà on est sur l'écotoxicologie. Donc nous retiendrons aussi la notion de perturbation environnementale. Les toxiques sont des perturbations environnementales qui peuvent agir de la cellule jusqu'à la communauté. On a des indicateurs qui permettent d'évaluer les risques qui vont aller du biomarqueur à l'indicateur biologique jusqu'à l'indicateur écologique. Et bien entendu, on a vu qu'il y avait une notion de temps en termes d'action.
La prochaine fois, nous poursuivrons sur le dernier support de toxicologie pour aller un petit peu plus loin sur cette notion d'écotoxicologie. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée.